L'artisanat en Berne à Gao met vente des produits, baisse considérable des revenus. Les artisans se mobilisent. Ils tiennent une foire tous les mardis et jeudis à l'aéroport de Gao, base de l'opération Serval, et on y trouve un peu de tout. Visite guidée dans ce journal. 9 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA, seront injectés dans l'électrification de 30 localités maliennes. Ces villes pourront ainsi bénéficier de réseaux d'électrification rurale par le système hybride, un projet conçu par l'Amader et financé par les Émirats arabes unis. Fin du festival sur le Niger, côté long, la musique, les expositions, les touristes, bref, l'ambiance. Côté court, les colloques, les conférences, débats, les rencontres du donner et du recevoir, c'est ce dont il sera question ce soir dans notre dossier culturel. Dimanche 20h, mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre présence. Le Premier ministre est de retour à Bamako, retour avec une promesse, celle du Fonds européen de développement qui va doubler l'enveloppe financière destinée au Mali en 2014 à travers le 11e FED. Cette annonce a été faite à Bruxelles. C'était lors de l'entretien que le Premier ministre a eu avec le président de la Commission de l'Union européenne. À ce sujet, je vous propose d'écouter les déclarations de José Manuel Barroso et de Oumar Tatamli. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux Tchédje Kamara et Amadou Sankari. Féliciter le Premier ministre Ly. Le progrès accompli depuis sa nomination à la tête du gouvernement il y a 6 mois, notamment la restauration de l'ordre constitutionnel, les programmes de réforme, la lutte contre la corruption. Votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, a placé le dialogue national et la réconciliation au cœur de son programme. L'Union européenne salue cette décision. Il est essentiel que les pourparlers inclusifs avec les communautés et les groupes armés du nord du Mali aient lieu comme prévu et qu'ils aboutissent à un accord de paix définitif. La restauration effective de l'autorité de l'État et du service public dans le centre et le nord du Mali est cruciale pour la stabilité. Soyez assurés, Monsieur le Premier ministre, que nous soutenons votre gouvernement dans tous les efforts que vous déployez pour y parvenir. Le compromis de l'Union européenne au Mali se manifeste à la fois sur le plan politique, sécuritaire, sur le plan de la réponse à la crise humanitaire et en matière d'aide au développement. Nos échanges nous ont permis de dresser un bilan du travail accompli ces derniers mois et ce bilan est très positif. Et notre soutien restera important dans le futur, avec une enveloppe initiale du 11e FED de 615 millions d'euros pour la période 2014-2020 pour le Mali, donc en croissance par rapport à la période antérieure. Je suis venu tout particulièrement auprès du président Barroso le remercier pour l'accompagnement constant qui a été celui de l'Union européenne dans le cadre du règlement de la crise et dans le redressement. Le point qu'il me plaît de souligner tout particulièrement est celui relatif à la sécurité. La mission IUTM de formation et de conseil apporte une contribution décisive à la reconstruction de l'armée et donc à la sécurisation par les forces de défense et de sécurité de l'ensemble de notre territoire. En prolongement de cela, nous avons constaté, nous nous sommes félicités de ce que les engagements qui avaient été pris par la communauté européenne sont parfaitement mis en œuvre. Le niveau des engagements sur les annonces faites à Bruxelles est particulièrement élevé, c'est quasiment 100%. Le niveau des décaissements est tout à fait significatif et nous permet de mettre en œuvre les politiques de redressement dans de bonnes conditions. L'actualité, c'est la mort d'une trentaine de personnes jeudi dernier dans une embuscade à Tama à Takoutat, dans la commune rurale de Djebok, dans la région de Gao, perpétrée par une trentaine de motocyclistes armés pour s'enquérir de l'évolution de la situation et apporter la solidarité du gouvernement aux familles des victimes. Le ministre de la Sécurité s'est rendu vendredi sur le site. Le général Sada Samake en a profité pour rassurer les populations et promettre que tous les auteurs de ces crimes seront recherchés et punis. Le récit de nos envoyés spéciaux à Takoutat, Dembawan et Mamarikoni.
C'est pour apporter la solidarité du gouvernement aux familles des victimes de l'attaque de jeudi dernier que le ministre de la Sécurité s'est rendu à Tamkoutat. Pour la circonstance, le général Sada Samake est accompagné par certains membres de son cabinet, le gouverneur de la région de Gao et le commandant des zones de Gao. Aussitôt après son arrivée, la délégation ministérielle s'est rendue sur le lieu du crime à 12 km de Tamkoutat. Le 6 février, aux environs de 14 h, à 12 km de Tamkoutat, une localité de la commune rurale de Djebok, qui est située à environ 140 km de Gao, des forains à bord de 2 véhicules sont tombés dans une embuscade tendue par des terroristes du Moujao. Et ces forains, parmi lesquels une femme et une fillette de 13 ans, ont été tout simplement massacrés. Ici, le ministre et les membres de la délégation se sont recueillis sur les 4 fosses communes. Le bilan de l'attaque est de 25 morts, 4 blessés et véhicules calcinés. Dans leur repli, les bandits ont tué 6 autres personnes dans 2 campements et blessé 3 autres. Le ministre de la Sécurité a ensuite rencontré la population de Tamkoutat pour lui transmettre les condoléances du gouvernement. Je suis venu chez vous au nom du président de la République, du gouvernement et de l'ensemble des populations du Mali, présenter les condoléances aux familles des disparus et prier pour le repos de leur âme. Lors de la rencontre, le ministre Sada Samake a laissé entendre que les auteurs de ces forfaits seront recherchés et punis. Au-delà de ce recueillement, je voudrais vous rassurer, vous et l'ensemble des populations de Tamkoutat et de Djebok, la ferme volonté du président et du gouvernement, d'abord d'assurer votre sécurité et rechercher les auteurs de ces crimes et qui doivent être punis comme il se doit. Tous ceux qui sont complices de cette attaque-là vont être démasqués. Je ne dis pas de s'en prendre aux innocents, je ne dis pas de faire de la délation. Les forces vont faire leur travail, ils vont sur la base de renseignements précis identifier d'abord ceux qui ont attaqué et ensuite les complices des assaillants seront identifiés et traduits devant la justice. Cette démarche a été d'ailleurs saluée et appréciée par l'imam et les maires qui ont remercié le gouvernement pour ces gestes de solidarité. Au nom du gouvernement, le ministre de la Sécurité a remis aux parents des victimes la somme de 3 millions de francs CFA, dont 500 000 francs pour la prise en charge des blessés. À cette somme s'ajoutent des dons en nature composés de 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de maïs, 2 tonnes de riz, 10 cartons de biscuits, 100 couvertures, 10 bidons d'huile et un lot de médicaments. Avant de se rendre à Tamkoutat, le ministre de la Sécurité avait rendu visite aux 4 blessés admis à l'hôpital régional de Gao. Occasion pour lui de leur souhaiter un prompt rétablissement et de féliciter le personnel médical pour sa promptitude. Restons dans la 7e région du Mali. Nous allons parler des effets toujours néfastes de la crise sur l'artisanat local de Gao, qui tarde toujours à se relever. Mévente des produits et baisse considérable des revenus constituent le lot quotidien des artisans de la ville. Ainsi, tout le corps de métier s'organise autour d'une foire. La foire s'installe les mardis et jeudis à l'aéroport de Gao, base de l'opération Serval. Faisons un tour sur ce site avec notre correspondant sur place, Dressa Kone. Pour trouver une solution à leurs nombreuses préoccupations, les artisans de Gao sont inventifs. Cordonniers, maroquiniers et joailliers regroupés au sein d'un collectif ont érigé une foire à l'aéroport de la cité des Askia, siège de l'opération Serval. Une fois j'étais à l'artisanat, j'ai trouvé les gens ne travaillent pas, ils ne font rien. Donc c'est comme ça que je suis parti au camp, j'ai vu les Serval, je les ai dit de nous prendre, nos gens ils sont là, ils chôment, comme ils ont besoin du matériel artisanal là. Donc ils m'ont accepté de prendre les gens. Et c'est comme ça que j'ai mis les gens au camp. 3 ou 4, 5 mois après l'arrivée de Serval, on a regagné la maison des artisans, mais il n'y a personne qui venait acheter avec nous. On m'a donné 20 personnes. Donc les 20 personnes, on ne peut pas dépasser les 20 personnes. Maintenant, de les 20 personnes-là, s'il y a quelqu'un qui fait de mauvaises choses ou bien quelque chose comme ça, on peut enlever et puis remplacer par une autre personne.
Les principaux clients sont nos alliés français et de la MINUSMA. Ces admirateurs de l'artisanat malien choisissent les articles en guise de cadeaux pour les siens. Pour davantage attirer la clientèle, les artisans fabriquent leurs produits au rythme de l'actualité. Sur les chaussures en pose de cuir, les tableaux, les porte-clés et les sacs, on peut lire des inscriptions comme Opération Serval, Souvenir des Gao, France-Mali, Bataillon logistique Normandie-Province, entre autres. Ça nous permet de ramener des souvenirs venant du Mali et puis de faire plaisir à nos familles. On est là, nous on ne peut pas sortir d'ici en fait, on ne peut pas sortir de la zone. Donc on ne peut pas aller sur le marché directement en ville. Ça nous permet de voir du monde déjà, du monde de l'extérieur, de pouvoir communiquer avec des gens qui n'ont pas forcément le même vécu que nous. Pour autant, le secteur de l'artisanat n'est pas sorti de l'ornière. Sur plus de 60 magasins, seulement une quinzaine a ouvert ses portes à la maison des artisans de Gao. Ce secteur qui souffre depuis 2010 et bien avant les événements cherche à se frayer un chemin. C'est pourquoi les artisans de Gao ont toujours montré leur talent au cours des foires et expositions nationales et internationales. 8 d'entre eux participent au festival sur le Niger. Parmi les grands axes de la reconstruction, la sauvegarde de ce patrimoine doit figurer en ligne de mire. L'identité culturelle des descendants des Askia et des Soni passe par ces capitales, d'où la nécessité d'un soutien indéfectible à ces artistes chevronnés. Fin de formation des 27 stagiaires de la garde nationale, de la police, de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Ces stagiaires se sont familiarisés au maniement du bâton de police à Poigny. La fin de la formation a été sanctionnée par une remise d'attestation et une remise de matériel à l'état-major de la garde nationale. C'était en présence de Lamine Keïta. Les 27 stagiaires, dont 4 femmes qui viennent de recevoir leur diplôme, ont bénéficié pendant 3 semaines de l'expertise des formateurs français. Ils ont appris les méthodes et les techniques d'utilisation du tonfa, telles que les coups de frappe avec le bâton de police à poignet, la défense sur un agresseur, le déplacement. La formation a été assurée grâce au concours de l'Union européenne. L'objectif de ces actions est de concourir au renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure et du personnel de l'administration pénitentiaire en vue d'une gestion démocratique des troubles à l'ordre public, que ce soit sur la voie publique ou dans l'enceinte des établissements pénitentiaires. Au nom du chef d'état-major de la garde nationale, le lieutenant-colonel Dada Traoré a félicité les stagiaires et les a exhortés à former à leur tour d'autres éléments dans leurs structures respectives. Vous venez d'achever une formation en tant que formateur en tonfa, une qualification précieuse qui vous ouvre la voie à de nouvelles responsabilités. Dans l'exercice de vos fonctions futures, vous devrez faire preuve de rigueur et de capacité de conviction, comme l'ont toujours exigé de vous vos professeurs durant le stage. Après la cérémonie de remise des attestations, l'assistance a eu droit à quelques démonstrations suivies de la remise symbolique d'un lot d'équipements de sécurité, dont 93 véhicules pick-up offerts gracieusement par l'Union européenne. Autre grand titre de ce journal, 30 localités maliennes pourront bientôt bénéficier du réseau d'électrification rurale par le système hybride. Un projet conçu par l'AMADER et ses partenaires est soumis pour financement à l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRINA. IRINA qui vient juste de tenir à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis la 4e session de son assemblée générale. La rencontre à laquelle a pris part le ministre de l'énergie et de l'eau a adopté le 10 projet qui bénéficiera d'un financement de 9 millions de dollars, soit près de 4 milliards et demi de francs CFA. Batraouri, les commentaires. Stimuler le développement des énergies renouvelables dans les pays en voie de développement, c'est l'objectif que vise le Fonds d'Abu Dhabi en mettant à la disposition de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables IRENA 50 millions de dollars américains par an sur une période de 7 ans pour financer les projets énergétiques. Pour le premier appel à projet du fonds, les pays membres de l'IRENA se sont manifestés à travers 82 projets soumis par les différents États membres. À l'arrivée, 6 d'entre eux ont été retenus. Parmi eux, le projet système hybride d'électrification rurale par énergie renouvelable dans 30 villages au Mali, soumis par l'AMADER, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale, en partenariat avec Mali Fall Center et le Sinouzoula, le Centre national de l'énergie solaire. Les 30 localités en question sont réparties entre 5 régions administratives du Mali, qui sont Kaï, Koulikoro,
Sikasso, Ségou et Mopti. Dans chacune des localités concernées sera installé un système hybride solaire diesel avec mini-réseau de distribution. Ainsi, plus de 92 000 personnes en milieu rural auront accès aux services énergétiques modernes à travers la connexion des ménages, des écoles, centres de santé, édifices administratifs et communautaires, mais aussi l'éclairage public. 90 emplois permanents seront générés par le projet dont l'exécution s'étendra sur une période de 3 ans, de 2014 à 2016. Son coût total est estimé à près de 9 milliards de francs CFA, dont 4 milliards et demi pris en charge par le fonds d'Abu Dhabi. Le reste par le gouvernement malien. Sa mise en œuvre devrait avoir des effets bénéfiques tant sur le plan économique et social, mais aussi et surtout le plan environnemental. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mamadou Frankali Keita, qui a pris part aux travaux, ce projet d'électrification contribuera à la mise en œuvre de la politique nationale d'électrification rurale. Il représente, selon lui, un nouveau paradigme pour l'électrification rurale dans la sous-région ouest-africaine. Un projet qui est le bienvenu, dira-t-il, dans un pays en reconstruction. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali et certaines bonnes volontés au chevet des victimes de l'incendie du marché de Médina-Koura. Elles viennent d'offrir aux victimes 13 millions de francs CFA afin de les aider à faire face aux besoins immédiats. Le reportage de Batraouri. Après l'incendie du marché de Médina-Koura, la réaction de la Chambre de commerce et d'industrie et ses partenaires est prompte. 13 millions de francs CFA ont été remis aux sinistrés. Ce sont des marchands de modestes conditions. Il faut alors réparer ce qui est immédiatement insupportable. Dans cet esprit-là, la Chambre de commerce, conformément à ses missions d'accompagnement et de représentation de ses ressortissants, a dégagé d'urgence un montant de 5 millions pour parer au plus pressé dans tous les domaines. Le geste est salutaire selon les bénéficiaires et bon usage en sera fait. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Ces 13 millions sera distribué aux victimes. Et Inch'Allah, nous prendrons l'engagement que cet argent va à sa destination. Selon le président de la cellule transitoire, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est engagée dans des opérations visant à soulager les victimes à long terme. Direction Koulikoro, où a eu lieu ce samedi une grande manifestation de soutien au président de l'Assemblée nationale du Mali. Une manière pour les populations de Koulikoro d'exprimer toute leur joie et de lancer des cris de cœur pour la ville. Le film de la manifestation populaire, c'est avec Seydou Traori. Après une brillante consécration à la tête de l'Assemblée nationale du Mali le mercredi 22 janvier dernier, voilà ainsi les populations du cercle de Koulikoro apporter leur soutien à leur élu, honorable Issaka Sidibé. Accueilli en pompe au stade de Mamadou Diarra H, le groupe de réflexion et d'action pour le développement du cercle de Koulikoro Gradec a voulu, au nom des communautés des 9 communes du cercle, signifier sa fierté et son soutien à son député au perchoir de l'hémicycle. Tout le cercle de Koulikoro vous félicite très sincèrement et vous souhaite plein succès et de réussite dans l'accomplissement de votre nouvelle mission. Votre élection revêt pour les populations un caractère hautement significatif parce que porteur d'espoir pour la solution aux multiples problèmes auxquels la région est confrontée. En plus des attentes évoquées par les initiateurs de cette manifestation populaire, les artistes locaux, les griots et les chasseurs ont donné la voix sur les potentialités de Koulikoro qui sont mal exploitées. Je vois simplement que Koulikoro peut démarrer maintenant. C'est-à-dire que j'ai la foi maintenant en la ville, en son succès possible. Aujourd'hui, on m'a tout démontré. Je vous dis franchement, c'est de l'émotion tout simplement. Au créneau, les représentants des partis amis du RPM et les candidats malheureux des élections législatives ont félicité et encouragé les 2 députés de Koulikoro. Pour les différents intervenants, avec honorable Issaka Sidibé à la tête de l'Assemblée nationale du Mali, l'espoir est rené pour le développement de Koulikoro.
Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'Arcad Sida a injecté en 2013 dans la lutte contre le sida et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida dans notre pays. Et c'est le docteur Dambélé Bintou Keïta qui nous révèle ces données. C'était lors de la présentation du bilan des actions entreprises par la structure en 2013 et les perspectives de 2014. Adraman Maïga, reportage. De l'analyse du rapport d'activité 2013, d'importantes activités ont été entreprises par Arcad Sida au Mali. Entendez par Arcad Sida, accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH. Ces actions ont porté essentiellement sur les objectifs fondamentaux de cette association, créée le 29 novembre 1994. Arcad, comme à son habitude, veut s'exécuter de son rôle de rendre compte dans la transparence. Par rapport à l'année 2013, par rapport aux interventions réalisées, aux résultats atteints. Les réalisations effectuées par ce programme en 2013 se résument en 7 points. Il s'agit entre autres du renforcement institutionnel d'Arcad Sida, de la prise en charge globale des personnes infectées et affectées, de la promotion de la santé sexuelle et incitation au dépistage, de la santé positive, dignité et prévention sur les sites d'Arcad Sida. À cela s'ajoute l'accès aux soins et aux traitements pour les groupes vulnérables, la recherche clinique et sociale sur le VIH-Sida, sans oublier la tenue de plusieurs actions de sensibilisation et de prévention sur la pandémie du sida. La majorité de nos fonds provient du fonds. Sur les 2 milliards de bilan d'activité que nous avions, de rapports financiers que nous avons présentés, environ 900 millions sont les médicaments que nous recevons en nature. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous soignons 50% des Maliens, donc nous avons un budget élevé qui se justifie par le nombre de médicaments que nous donnons aux personnes infectées par le VIH. Selon la directrice exécutive, l'essentiel des activités de 2014 de son institution sera axé, entre autres, sur la création de 2 sites dans les zones minières, la poursuite de l'élimination de la transmission mère-enfant et le développement des interventions spécifiques au nord en rapport avec la crise. Santé toujours, cette fois-ci à Ségou, le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida a lui animé hier une conférence. C'était pendant les activités du festival sur le Niger. Cette conférence visait à faire le point de la lutte contre la pandémie au Mali avec les hommes de médias et autres communicateurs. Candécila. 2 thèmes essentiels ont constitué les points saillants de cette conférence de presse initiée par le secrétariat exécutif national de lutte contre le VIH-Sida, à savoir les grandes lignes sur la lutte contre la pandémie au Mali et les conséquences dans les zones à conflit. Selon les conférenciers, au Mali, même si des efforts ont été réalisés à travers les différents programmes et plans qui ont permis de réduire le taux à 1,1, la lutte demeure un combat de tous les jours. Le Mali ne doit plus descendre en dessous de ces acquis-là. Et c'est pourquoi nous continuons justement à aller de l'avant. Tout n'est pas une question d'argent quelquefois, mais il faut qu'on s'organise pour maintenir ces acquis. Avec plus de 70 cas de viol recensés lors de la crise survenue au Mali, les zones à conflit et les sites d'orpaillage demeurent des zones à risque qui, si on n'y prend pas garde, risquent d'annuler les efforts consentis. C'est des périodes où les femmes sont exposées, les enfants sont exposés, et on rentre dans les guerres avec des taux relativement faibles, et on en sort avec des taux très élevés. Et lorsque le Mali est entré en guerre, nous avons fait des programmes pour protéger et les militaires. Normalement, tous les militaires qui venaient au Mali, selon les normes, 45 jours avant leur départ sur le Mali, on devait les former. Les questions-réponses des hommes des médias et autres communicateurs auront permis aux différentes parties prenantes une mise à niveau sur la pertinence de la lutte contre le VIH-Sida et d'envisager des actions à mener. Le 6 février consacre la journée internationale de lutte contre l'excision et justement à Kimparana, dans le cercle de sang, les populations s'engagent à abandonner la pratique de l'excision des filles et des femmes. Les précisions, c'est avec Fousseini Samaki. Nous sommes d'accord d'en parler. Oui, nous allons en parler. C'est avec ces cris de cœur que l'ONG World Vision et son partenaire appuient à la promotion des aides familiales et à l'enfance, APAF Moussou Dambé, ont célébré cette journée internationale de lutte contre l'excision à Kimparana. Les autorités,
Les responsables religieux et associations des victimes de cette mutilation génitale ont tous décidé de conjuguer les efforts pour l'éradication de l'excision des filles. Nous avons certes conscience que le chemin est encore long pour circonscrire cette pratique aux conséquences fâcheuses et désastreuses sur la couche féminine. Mais nous nous faisons le devoir d'entreprendre des actions en vue de contribuer à sa diminution, voire son éradication. La communauté ne peut s'engager si réellement ils ne peuvent avoir ce cri de cœur de savoir que c'est pour nous et c'est nos enfants et c'est nos épouses pour pouvoir atteindre l'objectif recherché. Les responsables et leaders religieux visent désormais la tolérance zéro pour la pratique de l'excision des filles. Je puis vous assurer de la détermination des autorités du Mali à lutter contre cette pratique. Il faut donc continuer à sensibiliser les communautés, pas seulement les femmes. Si la plupart des pères prenaient leurs responsabilités pour interdire que leurs filles soient excisées, l'excision, elle va fortement diminuer. Les témoignages des femmes fistuleuses, vésico-vaginales, des femmes exciseuses et autres responsables suivis d'une animation musicale ont mis fin à cette journée à Kemparana. À Gao, journée de prière dans les mosquées Askia et Koweït. Ces prières collectives visent à promouvoir la paix entre les populations du Nord. La cérémonie a regroupé les leaders religieux et toutes les forces vives de la cité des Askia. Compte rendu, Boubacar Babletouri. Lecture de Coran, des témoignages en faveur de la paix, des bénédictions pour le Mali ont été les temps forts de ces journées de prière collective à Gao. L'objectif est de prôner la cohésion sociale entre les différentes communautés de la région et du Mali tout entier. Le Haut Conseil islamique de Gao en est l'initiateur principal. Il s'agit de sensibiliser la population de cité des Askia pour accepter nos frères qui viennent, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont les réfugiés, s'ils viennent, il faut qu'on les accepte et qu'on puisse vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale. 2 jours durant, les fidèles musulmans de la cité des Askia ont prié en communion dans les mosquées Askia, connues sous le nom de tombeau des Askia, et du Koweït en faveur de la paix et du vivre ensemble qui passe par la consolidation des liens sociaux dans la région. Au nom du comité de gestion de la mosquée, je vous invite humblement à prier pour le retour de la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble pour le Mali tout simplement. Nous avons aujourd'hui au niveau de Gao une paix, mais on doit encore plus renforcer. Comme nous savons tous, effectivement, il n'y a plus de croyants et les uns et les autres pensent qu'en demandant encore au bon Dieu de nous assister sur cette voie, nous pouvons effectivement avoir vite tout ce que nous voulons. La cérémonie de prière a regroupé, outre les fidèles musulmans de Gao, les autorités politiques et administratives, les chefs de services régionaux, la MINUSMA ainsi que les notables de Gao. Autre cérémonie de prière, c'était lors de l'inauguration de la 2e grande mosquée du village de Gumbadabo, dans la commune de Bénin, dans le cercle de Djema. Correspondance de Moussa Diakité depuis Nioro. Ils étaient pour la circonstance plusieurs centaines de fidèles musulmans venus de tous les coins du pays, des républiques sœurs de la Mauritanie et du Sénégal, à y prendre part. L'œuvre des fils du terroir, M. Bouakar Diawara et ses frères de Danaya Voyage, la nouvelle mosquée de Goumadabo se dresse majestueusement sur un espace de 2 hectares à l'entrée même du village, à l'est de l'école fondamentale. Construite en même temps qu'une médersa de 3 classes équipée et 5 blocs de 4 latrines, le tout pour 144 millions de francs CFA. Tout ceci pour le bonheur des populations du village obligées jadis de parcourir une dizaine de kilomètres pour la prière de vendredi à Béma. Dans leur discours d'inauguration, le chef du village de Goumadabo, le maire de la commune de Béma et le ministre en charge des affaires religieuses et du culte ont tour à tour salué les initiateurs pour la réalisation de l'édifice répondant à toutes les communautés du moment et ont fait beaucoup de bénédictions pour notre pays. Faisons en sorte à ce que nos lieux de prière, nos lieux de culte soient des lieux protégés, propres et qui sentent un parfum spirituel, mais aussi un parfum de la bonne odeur réelle. Après la koutouba de l'imam Ousmane Samaké, dans laquelle il a invité les musulmans à l'entente et à la solidarité, le reste de la journée fut consacré à des séances de lecture de Coran, de prêche et de bénédiction. Une symbolique double, la mosquée, la médersa
pour le rayonnement de l'islam, pour le rayonnement et le futur des enfants de ce village, pour le meilleur d'un Mali ancré dans les valeurs de tolérance et de paix. Lancement hier après-midi au Palais de la Culture de Bamako de la saison documentaire 2014 de Beka Film, dont le premier maillon est le concept Cinégrain. Le thème retenu pour cette 4e édition est « Rôle du cinéma documentaire dans la quête du savoir ». L'objectif global de ce projet est de créer une culture documentaire afin d'amener le public et surtout la jeunesse à aimer ce genre. Pour plus de précisions, nous écoutons Awa Traoré, initiatrice de Cinégrain. Elle est au micro de Modibo Souari. Cinégrain, c'est une initiative qu'on a commencé depuis 4 ans. L'idée, c'est de projeter chaque mois un film documentaire à l'endroit des jeunes, précisément les lycéens. Et ce sont des projections suivies de débats. Pour cette édition 2014, le thème, c'est le rôle du cinéma documentaire dans la quête du savoir. Alors pourquoi le choix de ce thème? Nous, en tant que professionnels du cinéma documentaire, nous sommes convaincus que le genre documentaire peut éveiller, peut cultiver, peut instruire, peut apporter beaucoup de choses à la jeunesse. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce thème-là pour pouvoir développer avec les professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la culture du cinéma précisément. Quelles seront les activités phares de cette édition 2014? On va mettre l'accent sur les projections et au-delà des projections, il y aura aussi des résidences d'écriture professionnelle, il y aura des masterclass tout le temps pour les élèves pour pouvoir vraiment les mettre dans la patte pour qu'ils puissent avoir encore beaucoup plus d'amour pour le cinéma. Au-delà de ça, on a prévu aussi de faire des voyages d'échange cinématographiques avec d'autres pays. L'aboutissement de tout ça, c'est un festival de documentaires qu'on veut vraiment faire, mais à la longue. On ne se presse pas. Un festival se fait pour un public et nous avons jugé de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Retournons à Ségou avec la fin des activités de la 10e édition du festival sur le Niger. Pendant une semaine, on a parlé de paix, d'unité, de cohésion sociale. Les panélistes ont fait le diagnostic des maux qui minent le continent et pour que l'Afrique puisse amorcer son décollage, l'unité et la solidarité sont obligatoires, nous précisent nos envoyés spéciaux à Ségou, Mohamed Diarra, Aboubakar Traoré et Seydou Sissoko. Pour cette 10e édition, le pari de l'organisation n'était pas gagné d'avance, mais à l'arrivée, c'est un satisfecit qui se dégage. Nous avons osé à un moment donné et nous avons cru. En même temps, nous avons réussi. Cela veut dire qu'il y a eu un travail professionnel qui a été fait à la base. Le colloque qui a donné le ton des activités de cette 10e édition a réuni des hommes de culture d'une vingtaine de nationalités. Le thème du colloque Renaissance africaine, enjeux et perspectives a été débattu du fond en comble par des philosophes, sociologues, écrivains, artistes. Chacun, selon sa vision, a dégagé des pistes de réflexion dont l'addition devrait servir de repère pour les dirigeants africains. Le colloque de Ségou aura permis d'aborder des questions qui ont trait à la problématique du développement et de la construction d'espaces démocratiques au Mali et en Afrique, avec leur lot de crises, de contestations et de révoltes en tout genre. Sur la douzaine de communications faites, on note les thèmes comme le lien entre les identités et la gouvernance, la créativité et le développement, culture et développement et la diversité culturelle et unité nationale. Le thème retenu pour cette 10e édition. En marge du festival, un concours a été organisé entre les différents quartiers de la ville sur l'assainissement. Les 3 premiers prix ont été remportés par les quartiers Banani Sabakoro, Somonoso et Bougoufié. La question de l'assainissement aujourd'hui est devenue un défi majeur pour notre pays. C'est une question essentielle sur laquelle les plus hautes autorités de notre pays se sont prononcées. Toutes les dispositions étaient prises pour que la fête se déroule dans la quiétude. Cette 10e édition a été un grand succès pour l'ensemble de la population de la région de Ségou et pour le Mali. Cette édition post-crise aura permis de montrer à la face du monde l'image d'un Mali émergent avec comme soubassement la culture.
Et toujours sur le site du festival, Cheikh Oumar Sangaré a baladé sa caméra hors de la scène de musique. Je vous rappelle que durant toute une semaine, les professionnels des arts se sont donné rendez-vous dans la capitale des Balazans, pas pour seulement faire la fête, mais échanger et partager. Notre dossier culturel est justement consacré à cet aspect. Je souhaite encore une fois de plus un agréable séjour à tous les festivaliers, tout en leur réitérant les mots de bienvenue. Je voudrais me réjouir de cette entame combien heureuse. Le temps de cette 10e édition du festival sur le Niger est ainsi donné. Le colloque de Ségou a ouvert les activités. Au centre des débats, la Renaissance africaine, enjeux et perspectives. La rencontre a comblé les attentes tant le thème était évocateur. Le colloque de Ségou a choisi à juste titre pour la présente édition le thème Renaissance africaine, enjeux et perspectives, au moment où notre pays traverse une période de post-crise marquée par une forte volonté de réconciliation nationale et de recherche d'une paix définitive. Parmi les rencontres fructueuses de ces rendez-vous culturels, on peut citer celle entre les professionnels des arts et de la culture. Ici, les artistes plasticiens sont face à un critique d'art venu du Nigeria. Au Mali, l'art visuel, il y a beaucoup de choses dynamiques qui se passent, mais il y a encore beaucoup à faire. Et j'espère que avec cette collaboration, cet échange, ce dialogue, je peux aider et travailler avec les artistes pour développer les secteurs au niveau professionnel, économique et culturel. Le festival sur le Niger 2014 a enregistré près de 150 tableaux exposés sur une dizaine de sites, cela par une quinzaine de jeunes artistes plasticiens maliens et étrangers. Des thèmes comme l'amour ou les masques et marionnettes du Mali ont été traités. Une exposition, ce n'est pas juste montrer des objets. Une exposition, c'est montrer, mettre les gens dans un bain émotionnel. Le 7e art était au rendez-vous du 10e festival de Ségou. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali a organisé la projection d'un film titré « Caravane théâtrale pour la promotion de la paix et la réconciliation à Tombouctou ». Ces vidéos que nous avons fait passer ces jours-ci démontrent des différents aspects de la réconciliation au Mali. Le premier documentaire a montré en images les réalités que le Mali a connues au cours de la période d'instabilité à travers les réactions des Maliens partout dans le pays à une exhibition de photos des scènes divers de la période du coup d'État jusqu'à l'intervention française. Du point de vue mobilisation, qualité des productions artistiques ou opportunités d'affaires, la 10e édition du festival sur le Niger a comblé les attentes. Le festival sur le Niger témoigne à travers son orientation d'un souci de réalisme et d'efficacité pratique. Il procède d'une vision qui place la culture au cœur des stratégies de développement et de construction démocratique. Durant une semaine, Ségou a été la capitale de la culture africaine. Cette 10e édition du festival sur le Niger, avec son succès sécuritaire, est un signal fort de la liberté des expressions artistiques et culturelles. Rendez-vous est pris pour début 2015 pour la 11e édition. Et juste après cette édition,
Vous pourrez suivre le deuxième numéro du journal du festival sur le Niger. Un mot de sport, football, préliminaire allié de la Coupe de la Confédération. Le club olympique de Bamako a concédé le nul 1-1 face à Al-Ali de Tripoli. C'était cet après-midi à Tunis. Hier, au compte des matchs alliés des préliminaires de la Ligue des Champions, l'AS Real et les forces armées royales du Maroc se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Le stade malien s'est incliné sur la pelouse de Sporting d'Apria de Sao Tomé et Principe 3-2. Les matchs retour se joueront le week-end prochain. Et nous sommes en fin de journal, mais avant de nous quitter, je vous propose de regarder cette image insolite. C'est une main, ou dirais-je plutôt une carotte, avec la forme de la main gauche d'une personne. Le légume est devenu un phénomène pour les festivaliers, car c'est à Ségou qu'il a été découvert. La carotte en question est longue d'une vingtaine de centimètres, avec 5 doigts, des ongles et même les segments d'une main humaine. Cette découverte d'une vendeuse de légumes domiciliée au quartier Bougoufié parmi ses marchandises attire depuis des centaines de curieux. Voilà Dame Nature qui nous dévoile encore un pan de ses nombreux secrets. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré. Tout le plaisir sera pour moi de vous présenter les éditions du soir. D'ici là, restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. Et grand merci à vous qui nous suivez à travers l'Afrique, particulièrement en Angola. Bonsoir. Thank you.